Les proches sont très importants, que ce soit des adultes ou des enfants. C'est dommage, on n'a pas d'enfants là. On va en parler, parce que les enfants aussi ont droit à la parole, hein, et sont importants aussi bien pour le patient que pour la famille. La maladie, c'est le parcours d'une famille aussi. Et dans le parcours d'une famille, eh ben, il faut penser à toutes les parties prenantes d'une famille. Donc voilà. Bon, ben, je laisse la parole à Monique. Merci. J'ai envie quand même de resituer le contexte, c'est-à-dire que le proche, on en parle dans une journée comme aujourd'hui depuis peu. Hein. Je dirais qu'il a une existence reconnue, hein, et dans les congrès, je dirais, hein, on va dire que ça remonte à peu près à une vingtaine d'années. Hein, que ça a juste commencé, où on a commencé à prendre en compte le proche. C'est dans un contexte où effectivement on a pu entendre sur le plan social et économique du vieillissement de la population, et puis de l'augmentation du handicap et de la spécialisation de la médecine, c'est-à-dire qui fait que les personnes vivent plus longtemps. Et un lit ne peut pas être occupé par une personne on est juste en attente d'une aide ou pour juste un problème social. Ce qui fait que la famille, l'entourage, le proche, souvent c'était la famille, était indispensable pour effectivement pouvoir s'occuper du malade à la sortie ou être présent. Hein. Donc il y a un contexte économique et social, il y a ce côté-là, c'est plus par rapport à la vieillesse ou au handicap, et ça a d'ailleurs entraîné un concept, la proximologie, c'est-à-dire où effectivement il y a des médecins qui travaillent sur cette question de comment s'occuper du proche. Hein, peut-être plus par rapport à la question de la vieillesse et du handicap, mais je dirais aussi c'est un axe de recherche. Ensuite, il y a eu la période SIDA, et puis les associations aide, qu'on a bien connues, qui ont fait entendre effectivement l'importance, hein, de l'entourage du malade. Et on va dire les troisièmes états généraux du cancer, où effectivement, à partir de là, il y a eu la prise en compte du proche comme acteur incontournable dans le parcours de soins du malade. Et c'était, je crois, en 98. Donc c'est récent. Hein, c'est récent. Donc c'est important de pouvoir de le resituer, parce que effectivement les personnes qui peuvent aider les proches, et pour l'instant il n'y en a pas tellement. Hein. Je crois qu'il faut travailler à ça. Hein. C'est tout un travail qui est important de mettre en place. Alors j'appuie. Voilà. Donc qu'est-ce qu'un proche? Hein. Donc parent, c'est quelqu'un qui vit dans l'entourage du patient. Parents, conjoints, enfants, fratrie, amis, voilà. Il se caractérise par son implication personnelle dans l'accompagnement auprès du patient tout au long du parcours de soins. Et ça commence dès l'annonce du diagnostic. Il est confronté au même choc. Il ne va pas forcément réagir de la même manière. Hein. Après, voilà. Donc le proche est affecté par l'annonce de la maladie du patient et réorganise son quotidien pour aider au mieux le malade lors des hospitalisations et des nombreux retours à la maison. Hein. Vous le savez bien qu'effectivement, ces maladies, hein, qui se soignent, hein, ça va être sur plusieurs mois. Et lorsque le malade est hospitalisé, il va devoir, à un moment donné, soit il va falloir s'occuper des enfants, il va falloir penser à tout ce qui va être le contexte social, enfin matériel, et qui va être très important. Et un parent qui est hospitalisé, eh bien, la première pensée, ça va être mes enfants quand ils sont petits, qui va s'en occuper, hein, comment prendre en compte, comment lui annoncer. Et déjà souvent, je dirais que les modalités peut-être d'aide du malade, mais aussi qui va être d'aider son entourage, ça va être de partir des premières questions, hein, de veiller à son environnement et l'aider
soit le conjoint, soit voir de quelle manière on va pouvoir continuer, il va pouvoir se soigner dans les meilleures conditions, en étant le moins inquiet. Que ressent le proche à l'annonce de la maladie? Donc il y a le choc de l'annonce, et qui va pas forcément être vécu de la même façon que le malade lui-même. Moi, je parle de dissymétrie, mais on va dire qu'il peut y avoir un décalage dans les réponses, dans les réactions à l'annonce. Un décalage entre le malade, comment lui, il apprend sa maladie et comment il va l'appréhender, et puis comment le patient, le conjoint ou le proche, comment il va lui aussi, comment il va faire face à ça. Parce que c'est pas les mêmes, ils vont pas être confrontés aux mêmes situations. Un sentiment d'effroi, et ça c'est, alors quand il y a un sentiment d'effroi comme ça, l'effroi c'est plus que la peur, c'est tout d'un coup, je dirais, un état où on ne pense pas. Et le proche, quand il est dans cet état-là, qui ne pense pas, eh bien il va lui falloir du temps, et là aussi, je crois qu'il faudra être très attentif quand on est pour les équipes soignantes à repérer effectivement. Et je dirais que ça, c'est ma collègue qui s'occupe plus des jeunes enfants, des adolescents et des jeunes adultes, qui est confrontée à cette situation, plus des mamans qui ont leur enfant malade, adolescent, et qui peuvent avoir des réactions où effectivement il faut du temps avant d'arriver à pouvoir organiser sa pensée devant ce qui arrive tout d'un coup à l'enfant. Et ce que voilà, c'est plus que la peur, l'effroi. C'est quelque chose qui se vit mais qui n'arrive pas à se dire. Et je dirais que là c'est un moment qui est important de prendre en compte. Le sentiment de désarroi et la peur de la perte, qui effectivement peut être entrevu tout d'un coup. Effectivement, la maladie, le cancer, tout de suite, c'est associé à mort, à perte. Voilà, ce désarroi, il se dit ou il se dit pas, et quand il se dit pas, ça impacte un petit peu la relation, ça a des effets sur la relation, sur le malade qui lui-même peut sentir qu'effectivement, il est cause de la... ça peut accroître son sentiment de culpabilité, même parfois pour le malade. Et je crois que c'est là où aussi on a besoin, nous, d'intervenir, d'être à l'écoute, les équipes soignantes. Il peut y avoir un sentiment d'impuissance face à la maladie, parce qu'effectivement, eh bien, le malade, c'est l'équipe soignante qui le prend en charge, et le proche, d'une certaine façon, il s'en occupe plus. Enfin, il peut plus s'en occuper. Il y a quelque chose qui peut échapper, peut-être. Le proche peut avoir le sentiment comme ça d'être dépossédé de son conjoint ou de son enfant, et puis ne sait pas comment faire. Donc ça, c'est des choses qui me semblent importantes de pouvoir là aussi entendre. Et sentiment de culpabilité aussi. C'est-à-dire que, de ne pas pouvoir avoir pu éviter, sentiment que c'est pas juste, qui fait qu'effectivement ça peut amener là aussi le proche à souffrir en silence. On voit bien que dans tout ce que je décris là, il y a une implication au niveau émotionnel du proche qui vit des émotions et qui souvent ne va pas savoir comment aider son conjoint qui est fatigué, qui parfois n'a pas envie de parler, qui va être peut-être plus replié sur lui, parfois se manifester comme avec de l'agressivité,
Puis moi, je pense à ces vieux couples qui ont vécu 40 ans ensemble et qui tout d'un coup, l'un est malade et ça va être... mais ils ne peuvent pas faire autrement que d'être ensemble, même au niveau de l'hôpital. Hein, et aider, alors ça va être la présence, hein, en fait. Hein. Voilà, hein, c'est souvent là aussi envie d'être présent et sans savoir comment aider, quand ça peut se dire, hein, quand ça peut... Hein, je crois que là aussi c'est important que les choses puissent circuler, hein, des mots puissent être entendus. Être soutenant en gérant ses propres angoisses et inquiétudes. Ça veut dire déjà, hein, d'une certaine façon, qu'il y a une reconnaissance, hein, en soi de ses capacités, de ses moments d'angoisse. Et je dirais que ça, c'est tout un travail pour que le proche accepte lui-même de se dire dans un moment en difficulté, parce qu'il souvent il ne se l'autorise pas. Hein. Le proche, il a aussi, il va gérer tout ce qui est le quotidien extérieur. Hein. C'est lui, par exemple, qui s'occupe qui vont devoir continuer à travailler, donc ils peuvent difficilement s'arrêter pour accompagner, qui doivent gérer la maison, les enfants, et qui, ça fait tout d'un coup une surcharge. Et je pense, alors là, beaucoup d'exemples que j'ai en tête, hein, de conjoints qui, en plus de devoir, disons, gérer, s'occuper de son malade, de son mari ou conjoint malade, ça c'est évident, mais en plus devoir gérer les appels de l'entourage. Et avec tout ce qui vient se rajouter, c'est-à-dire quand il rentre à 9h du soir, hein, à devoir répondre à tout le monde, et puis des personnes qui ne savent pas comment effectivement respecter le temps qu'il faut pour à un moment donné le silence. Il y a besoin de silence. Des fois, le proche, il a besoin de silence. Hein, quand il rentre de l'hôpital et qu'il n'a pas envie, en plus de répondre à toutes les questions que des personnes bien intentionnées posent, mais qui ne se rendent pas compte. Hein. Et ça amène, parfois d'ailleurs, à s'isoler, hein, à se couper de tout ce cercle, hein, parce que c'est trop pesant. Hein. Et par rapport à ça, moi j'ai récemment une situation, hein, que je vais me permettre de vous dire. C'est une dame qui, deuxième mariage, s'entend très bien avec les enfants de son époux, une belle relation, hein, avec son époux qui ne veut pas reconnaître il ne veut pas parler de sa maladie. Voilà. Il ne veut rien savoir, il ne veut pas en parler. Donc elle accepte d'être dans cette situation où elle connaît l'avancement de la maladie, elle sait, effectivement, elle est en relation avec les médecins, et elle sait, effectivement, l'échéance plus ou moins, plutôt proche d'ailleurs, hein, la gravité, très digne, et c'est... le médecin, à un moment donné, m'a parlé de cette dame en me disant d'aller la voir, hein, que c'est elle qui avait besoin d'être aidée. Et lorsqu'elle me dit « Oh non, moi je suis tout à fait capable de me débrouiller, de faire face », je la vois dans mon bureau, et à ce moment-là, elle commence à me raconter. Elle vient de Gers, c'est-à-dire... Hein, et que ce qui est très dur pour elle, c'est les sœurs de son mari qui lui disent « Mais non, ça va, non, il faut garder confiance ». Alors qu'elle sait que c'est pas comme ça. Et c'est insupportable pour elle. Hein. Et là, il a fallu que je lui dise, hein, mais vraiment presque après un long entretien, c'est-à-dire où elle a pu se rendre compte que c'était pesant. Et c'était là, je parle, ses angoisses, ses inquiétudes. Elle ne voulait pas repousser les sœurs, ses belles sœurs. Hein. Mais c'était insupportable. Oui. Et donc, hein, voilà, il a fallu que je lui dise à un moment donné de pouvoir leur dire simplement qu'elle ne pouvait pas répondre tous les jours.
Et elle a pu le faire. Et c'était beaucoup mieux comme ça après. Bon, et donc après, il peut y avoir des troubles liés aux affects, la tristesse, angoisse, insomnie, qui sont importants de prendre en compte. Le soutien du proche est multiple, donc au niveau psychique, dû à la proximité affective, et un soutien moral, religieux, physique, financier. Voilà. Importance. Alors, il y a des proches, et il y a une personne de confiance. C'est une fonction, et là aussi, ça a été une avancée dans la reconnaissance des proches, de la place de ce proche dans le parcours de soins, comme pour le malade confident, pour les soignants alliés. Et je crois que ça c'est très important qu'on puisse avancer, alliés ou participant lui aussi activement dans le projet. Bon, voilà le proche qui gère le quotidien et qui est un interlocuteur privilégié pour les soignants aussi, lorsque effectivement dans certaines situations où le patient ne va pas pouvoir en savoir trop et par rapport aux décisions à prendre. Le contact avec les équipes de soins, donc, il est, je dirais, continuel. Et c'est très, très important de pouvoir accompagner, repérer justement ce qui est en décalage dans l'évolution, la prise en compte par sa maladie du malade, comment il se soigne, et le décalage qui peut exister pour le proche qui, effectivement, lui est confronté à des situations de la réalité et qui va devoir lui aussi continuer à avancer tout au long de la maladie. Donc, c'est souvent les équipes, je pense, les infirmiers qui vont le plus repérer, les infirmiers, les médecins, qui vont être le plus proches pour repérer lorsque il y a des situations qui sont en difficulté. À une époque, il y a une vingtaine d'années, le proche, l'accompagnant du malade, était souvent pas très bien vu dans les services. Il n'avait pas trop sa place, ça pouvait être le gêneur. Et actuellement, maintenant, non. Je dirais que, et quand c'est beaucoup plus, si on sent que les équipes sentent qu'il y a des difficultés, si elles perçoivent qu'il y a les infirmières qui sont le plus près, les aides-soignantes qui sont le plus près du malade, qui perçoivent qu'il y a des tensions qui peuvent se produire dans la chambre du malade, je dirais qu'elles sont les premières en situation de pouvoir nous signaler, nous en parler aux psychologues, pour trouver une solution, pour essayer de prendre en compte la situation particulière de cette personne en difficulté. Et puis aussi, parfois, il ne faut pas hésiter, effectivement, à proposer aux proches de rencontrer le médecin, parce que parfois, ils n'osent pas demander. Le fait de ne pas savoir, ils peuvent être amenés à être très, très inquiets. Ça a des répercussions sur la façon dont le patient va se soigner. Donc, l'usure des proches face à la durée de la maladie. Alors, une souffrance silencieuse, qui est important de pouvoir repérer et entendre, et que je dirais sur lequel il faut veiller. L'épuisement du proche qui est en déni de ses propres besoins, et ça, je dirais que c'est notre travail, je dirais même les infirmiers, de pouvoir dire aux proches, attendez, essayez de rentrer chez vous, reposez-vous, dormez, prenez le temps, nous on est là. C'est-à-dire, effectivement, d'être bienveillant pour amener le proche à penser à lui, penser à lui et dans la durée. Parce que c'est ça, c'est une épreuve dans la durée. La culpabilité et la peur, bon voilà, je vous en ai parlé, la culpabilité, c'est-à-dire, comment moi je pourrais me plaindre, c'est lui qui est malade. Eh bien oui, mais il n'y a pas de souffrance prioritaire, c'est chacun qui peut être à un moment donné en très grande difficulté et qui a besoin d'être entendu. Donc la peur d'exprimer un ressenti légitime, qui peut aider un proche, c'est d'autres proches, les équipes de soins, les psychologues bien sûr du service quand il y en a, voilà. L'assistante sociale, bien sûr, parce que les aides à domicile à mettre en place et tout ça,
Toujours, on peut, je crois, toujours essayer de trouver une solution pour pouvoir aider. Et ce qui est le plus important, je dirais aussi, les associations aussi. Après l'épreuve, une épreuve douloureuse qui transforme. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai vu plein de couples que je connais, sortis de la maladie, après être passés par des épreuves très très angoissantes, on ne voit plus la vie de la même manière. Le rapport au travail, le rapport au temps, le rapport... Là, il y a plein de choses qui changent. Ils goûtent chaque instant. Aujourd'hui, j'ai entendu par plein de personnes. Sentiment de continuité, de changement. Alors voilà, après, et la vie qui reprend. Travail sur soi suite à la perte. Alors effectivement, et au deuil, je dirais que ça, c'est quelque chose qui peut se faire aussi, qui est important. C'est-à-dire qu'effectivement, à certains moments, et moi je suis amenée à le faire, à faire des suivis de deuil. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me semble très important de pouvoir accompagner. Et il y a les associations, s'impliquer avec les autres. Et bien vous êtes, il y a un exemple là où effectivement beaucoup de personnes qui ont traversé ces moments, voilà, disent qu'ils s'impliquent pour apporter ce qu'ils n'ont pas eu ou rendre ce qu'eux-mêmes ont reçu. Voilà. Merci.